Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Lambert. Comment tu vas, Nicolas? Ça va très bien. Et toi, tu vas bien? Je vais très très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, bon, déjà moi qui me passionne personnellement, à savoir le marketing. J'ai fait du marketing plus jeune, donc c'est un sujet qui est, je trouve, passionnant. Et parler du marketing avec l'une de mes nouvelles passions depuis quelques années, à savoir l'écologie, c'est un peu mixer l'ancien et le futur, donc Oui. c'est pas mal. Moi, je suis tout intéressé pour discuter de pas mal de sujets avec toi aujourd'hui, et notamment du coup du livre que tu as pu sortir, Le marketing peut-il sauver le monde aux éditions Racine, que je vous recommande. On va en parler tout au long de cet épisode, du marketing, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer, est-ce que concrètement il peut ou pas sauver le monde et où est-ce qu'on peut se situer là-dessus. Suspense. Suspense, vous aurez la réponse à la fin de l'épisode. Non, bien sûr, ce sera un peu nuancé, bien entendu. Euh, mais avant tout ça, je te propose de te présenter, Nicolas. Donc, qui es-tu? Alors, ouais, voilà, moi je m'appelle Nicolas Lambert, je suis belge, vous l'entendez sans doute un petit peu à mon accent. Alors, professionnellement, j'ai passé d'abord à peu près 20 ans de ma vie dans des grosses boîtes multinationales, l'alimentaire, chez Unilever, puis chez Heineken, puis chez AB InBev, hein, je suis belge, donc la bière est jamais très loin. Puis j'étais consultant, je travaillais dans une agence de publicité pendant quelques années. Et puis j'ai eu un coup de foudre professionnel euh, pour une organisation qui s'appelle Fairtrade, qui s'appelle Max Havelaar en France, hein, donc qui est connue à travers le label du commerce équitable. Et donc j'ai eu la chance de travailler pour eux pendant 6 ans. J'ai dirigé l'organisation en Belgique. Et là, je suis tombé, moi qui venais du monde du marketing, je suis vraiment tombé dans le monde du développement durable, mais très concret, hein, puisque c'était vraiment travailler sur les chaînes de valeur nord-sud, visiter les plantations de café, de cacao, travailler avec les organisations de producteurs. Et c'est une organisation qui a changé ma vie, qui m'a changé moi, et que j'ai malgré tout décidé de quitter il y a un peu moins d'un an, parce que voilà, j'avais un peu fait le tour de la question et j'avais l'impression d'avoir apporté ce que je pouvais apporter. Et du coup, comme j'avais un petit peu de temps, un ami qui travaille dans une maison d'édition m'a dit: ah, bah, écoute, tu as du temps, tu vas écrire un bouquin, puisque tu as travaillé dans le marketing et dans le développement durable, bah, tu vas nous faire un petit peu une synthèse des choses. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait, le bouquin est sorti, et donc c'est effectivement une thématique très riche, hein, parce que a priori, pour le grand public, marketing et écologie, bah, c'est des choses qui sont totalement opposées, c'est l'eau et le feu. Mais voilà, après, quand on creuse, c'est un peu plus compliqué que ça, et donc c'était intéressant d'aller se poser des questions là-dessus. À quel moment, toi, est-ce que tu t'étais rendu compte du coup de cette différence entre le marketing et l'écologie? Est-ce que tu t'es posé un peu cette question-là quand tu étais chez Fairtrade ou peut-être avant chez Unilever, chez Heineken, chez AB InBev, etc. Est-ce qu'on se posait ce type de questions? Au tout début de ma carrière, franchement, on se posait pas du tout la question. Et c'est pas qu'on était, tu vois, on n'était pas des monstres, tu vois, comme on voit un peu dans les films. C'est pas Wall Street, quoi. Mais déjà à l'époque, enfin bon, moi je suis plus tout jeune, hein, j'ai 52 ans, donc au début de ma carrière, on en parlait moins, tu vois, de l'écologie. Et puis à un moment, tu vois, moi je vendais par exemple de la bière. Bah oui, la bière c'est fait à partir de céréales. Mais tu vois, c'était pas du tout dans ma tête de me dire qui a produit ces céréales, comment elles ont été fabriquées, tu vois, est-ce qu'on avait. Ou bien nos brasseries, oui, à la fin, on commençait, tu vois, à avoir des politiques RSE où on se préoccupait un peu de l'empreinte carbone et tout ça, mais c'était pas vraiment sur le radar, quoi. C'était pas vraiment sur le radar. Donc, alors il y avait d'autres aspects, hein, d'autres. Moi, je me suis toujours posé des questions plutôt d'ordre éthique, si tu veux, par rapport à ce que je faisais. Hmm. Hein, donc, bah, le souci, tu vois, d'être sincère, de ne pas mentir aux consommateurs, de mettre des produits sur le marché, si possible, qui faisaient un peu de sens, quoi, tu vois, qui allaient pas, qui répondaient plus ou moins à des besoins, etc. Ça, oui, mais moins sous l'angle de l'écologie. Ceci dit, maintenant, la thématique, alors, il y a une autre chose que je fais pour le moment, c'est animer
un groupe de travail au sein de l'association belge du marketing, justement le groupe de travail sur marketing et développement durable. Par contre, maintenant, c'est une thématique qui vit très très fort au sein des professionnels du marketing parce que simplement, heureusement, il y a une prise de conscience. Et puis même s'il n'y a pas une prise de conscience de l'intérieur, il y a une prise de conscience de l'extérieur parce qu'on se fait bousculer, ce qui est très très bien. Et donc cette thématique, elle vit. Oui, oui, là clairement maintenant, on ne peut plus y échapper et du coup, voilà, il faut se positionner là-dessus. Et je crois qu'il y a aussi une envie fondamentale des gens de plutôt faire partie de la solution plutôt que du problème. Alors bon, de l'envie à l'action, il y a parfois du chemin, mais en tout cas l'envie est là, ça commence par ça. Avant de démarrer, avant de parcourir un peu bien sûr ce que j'ai pu préparer et d'aller plus dans le détail dans ce que tu peux raconter dans le livre, des tenants et des aboutissants un peu du marketing, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le marketing? Parce que souvent on a une vision Oui, tout à un fait. peu... Alors, voilà. si on demande au grand public Ouais. ce que c'est le marketing, il va dire c'est des techniques qui poussent les gens à acheter n'importe quoi, si possible cher et en grande quantité. Alors parfois c'est ça, malheureusement, parfois c'est le cas. Donc parfois c'est le cas, mais de manière plus fondamentale, si on regarde la théorie, c'est le marketing. Alors, il y a plein de définitions, mais pour moi c'est ce qui organise la relation entre une entreprise et ses clients, si tu veux. C'est comment une entreprise va organiser ça, c'est-à-dire se dire quel produit est-ce que je vais mettre sur le marché pour répondre à leurs besoins, comment je vais faire en sorte qu'ils soient au courant que j'ai ces produits, ça s'appelle la publicité, à quel prix je vais les mettre, comment je vais les mettre à disposition. Donc c'est vraiment toutes ces disciplines de gestion en fait qui organisent la relation entre une organisation et son public. Et ici, dans le cas qui nous occupe, puisque le bouquin, on a centré là-dessus, qui organise la relation entre une entreprise et ses clients ou ses consommateurs. Donc c'est beaucoup plus large. C'est pas souvent dans le grand public aussi, on imagine, on se dit marketing égale publicité. La publicité, alors ça fait partie du marketing, ça fait partie du marketing, mais c'est finalement pas la partie peut-être la plus importante, même si c'est la plus visible par définition, puisque la publicité c'est destiné à être visible, donc c'est ce qu'on voit le plus. Mais le marketing, c'est aussi décider quel produit, c'est aussi voilà, c'est beaucoup plus stratégique quelque part que simplement la publicité. Justement, je voulais revenir sur cette partie-là, parce qu'en effet, quand je faisais du marketing, c'est vrai que typiquement, les gens, on pense tout de suite à la partie communication, Oui, plutôt qu'à la partie en amont, alors qu'en fait, le marketing, c'est beaucoup plus que uniquement la tout à fait. communication, qui est uniquement la fin, disons, de l'action, et qui se répète par la suite. Est-ce que tu peux revenir sur cette partie-là, parce que c'est important de comprendre le global du poste de marketeur, de responsable Oui, tout marketing, à fait. etc. Alors le marketing, c'est pas, je crois que c'est Clémenceau qui disait la guerre est quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux militaires. Dans les entreprises, le marketing est quelque chose de trop sérieux pour être laissé uniquement au département marketing. Le marketing, c'est plus une philosophie, en tout cas. Enfin, c'est une philosophie de gestion, disons. Le mot philosophie est un peu prétentieux, mais qui part du postulat que l'entreprise doit être orientée vers son client ou vers ses consommateurs. Et donc, ça va être ce qu'on appelle le marketing stratégique, c'est-à-dire se poser les grandes questions philosophiques de l'entreprise, c'est-à-dire quel produit est-ce qu'on va, sur quel marché est-ce qu'on va jouer, tu vois, si on est dans le domaine de la mobilité, est-ce que je vais vendre des voitures, est-ce que je vais avoir une société de taxi, est-ce que je vais organiser de la mobilité partagée, est-ce que je vais faire Blablacar, etc. Donc c'est quel marché, quelle solution est-ce qu'on va apporter. Donc ça c'est ce qu'on appelle le marketing stratégique, donc c'est prendre les grandes orientations finalement de l'entreprise. Et puis une fois qu'on a pris ces grandes orientations, c'est traduire ça dans ce qu'on appelle le marketing mix, donc c'est-à-dire concrètement, du coup, le produit à quoi il va ressembler, à quel besoin il va répondre et puis à quoi il va ressembler, comment je vais l'organiser, je vais le mettre à disposition comment, à travers quel canal, à quel prix. Et puis, il faut que les gens soient au courant, donc j'ai un peu communiqué autour, et c'est là qu'on arrive à la publicité. Mais
comme tu dis, effectivement, la publicité, elle est tout au bout du tuyau, quelque part. Comme je le disais dans le livre, moi, quand j'avais des fonctions euh, opérationnelles de marketing dans les grandes entreprises. Publicité, c'était peut-être 15 à 20% de mon temps, mais le reste, c'est plus. On travaille beaucoup sur le produit, d'ailleurs. Donc, et c'est là, évidemment, que l'impact sur le développement durable, l'écologie, etc., il est assez évident, puisque voilà, une grosse partie de cet impact, ça va être ce produit, et puis aussi la façon dont on va plus ou moins stimuler son usage, voire surstimuler son usage. Et du coup, pour aller justement sur cette partie-là, bon, après, c'est une question très globale, hein, donc bon, une question un peu à 1000 euros où tu peux mettre plein de choses dedans. Quelle, quelle, quelle responsabilité pour toi a le marketing sur justement ce qui se passe en ce moment, à savoir malheureusement encore une augmentation de CO2 malgré le fait qu'il faut continuer à baisser et une chute de la biodiversité, etc. Enfin, concrètement, on va pas mettre tous les mots sur le marketing, mais pour toi, où Ouais, est-ce que ouais. ça se situe cette partie-là? Pour moi, la responsabilité, elle est énorme en fait. Parce que, comme je le disais, le marketing, c'est organiser l'offre, la relation entre l'offre et la demande. Alors, il y a une grosse question, une grosse tarte à la crème dans le monde de l'écologie pour le moment, qui est de dire, oui, mais finalement, est-ce qu'il faut travailler sur le côté demande, c'est-à-dire est-ce que c'est les gens finalement les individus qui doivent prendre la responsabilité, les petits gestes, le colibri, etc. Ou à l'opposé, est-ce que, non, en fait, les gens, il faut leur foutre la paix, il faut que ce soit les entreprises et les États qui organisent l'offre pour que cette offre devienne plus soutenable. Le marketing, il s'occupe de l'offre. Et puis il s'occupe aussi de la stimulation de la demande, quelque part, puisque c'est pas juste répondre à une demande, il faut être honnête. Quand on fait du marketing, on va aussi aller titiller tout ça, on va mettre des nouveaux produits, on va faire de la publicité, on va créer du désir. Et donc on est à la fois les maîtres de l'offre et les maîtres de la demande. Donc la responsabilité est très 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 importante. Et quelqu'un qui a une vraie responsabilité, un vrai impact dans une entreprise au niveau marketing, si on additionne tout ça et qu'on regarde ça à un niveau macro, il y a un impact extrêmement important sur l'économie, sur la façon dont on va consommer, etc. Et donc oui, la responsabilité, elle est clairement là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cloche pour toi actuellement dans, euh, dans les entreprises? Après, on va pas mettre tous dans le même panier, bien entendu, mais au global, quand tu vois le poste de marketeur, qu'est-ce qui n'est pas encore compris et qu'est-ce qui devrait changer? On va du coup surtout aborder la partie changement et comprendre quel recul on peut avoir là-dessus pour aller dans le sens dans lequel on doit aller, à savoir une réduction de, euh, de notre empreinte terrestre, disons. Alors il y a beaucoup de choses évidemment. Les entreprises évidemment elles sont dans un système. Alors c'est pas du tout pour les exonérer de leurs responsabilités, mais à un moment, moi j'ai travaillé dans des grosses multinationales cotées en bourse où tous les 3 mois le grand patron il doit déclarer ses chiffres avec ses marges avec deux chiffres après la virgule. Et si 2, 3 trimestres à la suite, les chiffres sont un peu moins bons, clairement, son futur, il n'est pas assuré. Donc, c'est pas du tout de nouveau pour exonérer les gens de leurs responsabilités, mais ça veut dire que si on veut toujours être à la poursuite de ce profit à court terme, d'abord, on va souvent stimuler très fort le consommateur, le client, pour qu'il achète. Et puis, on va avoir du mal à investir dans des nouveaux modèles de consommation, de production, etc. Parce que voilà, c'est un peu l'inconnu, etc. Parce que souvent aussi, on a des usines qui sont faites pour produire un certain type de produit. Quand on est un constructeur automobile et qu'on a des usines avec un capital immobilisé immense qui sont faits pour sortir des morceaux des morceaux de métal d'1,5 tonne, etc. Et qu'on se dit, en fait, ce que je devrais faire, c'est devenir un acteur de la mobilité, et peut-être avec une optique de mobilité partagée,
d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, etc. Ben, c'est très compliqué parce qu'on a ces usines. Qu'est-ce que j'en fais de mes usines? Donc voilà. Donc ce qui est difficile, c'est de sortir. On est souvent prisonnier d'un système et d'un modèle. Et donc ça demande beaucoup de courage de la part des managers de réinventer ces modèles, de les adapter ou de les réinventer. Et c'est ça qui est difficile. Et en même temps, c'est un challenge magnifique. Hein. Donc moi, je trouve ça assez excitant de se dire, bon, finalement, on va toujours devoir répondre à des besoins, qui sont les besoins de se nourrir, de se déplacer, même des besoins potentiellement plus futiles, hein, de se divertir, etc. Comment est-ce qu'on va faire ça d'une manière qui détruise pas la planète, quoi. Et il y a plein de solutions qui existent, mais c'est compliqué parce que c'est du changement. Le changement, l'être humain, il n'est pas programmé pour ça. Il y a des systèmes en place, il y a des systèmes financiers, des systèmes industriels, il y a des systèmes dans la tête des gens, hein, dans la tête des consommateurs aussi, qui sont habitués à fonctionner d'une certaine façon. Et donc faire changer tout ça, c'est vraiment pas simple. Donc le début, quand tu parlais juste avant, tu présentais le marketing. Donc le début, disons, de l'évolution du marketing, c'est du changement, c'est le marketing stratégique du coup. Oui. Donc, Oui. Et donc là, on est vraiment sur finalement quelle solution est-ce que je vais apporter. C'est-à-dire, j'identifie un besoin dans le marché et je vais y apporter une solution. Donc à quel besoin est-ce que je vais répondre? Puis quelle solution je vais y apporter, hein. De nouveau, hein, si le besoin c'est la mobilité, ben, la solution ça peut être je vais fabriquer des vélos. Ou ça peut être je vais fabriquer des gros SUV de 2 tonnes 5 et de 400 chevaux avec un moteur V8. Hein. Donc on répond à plus ou moins au même besoin de mobilité, quoique je ne suis pas sûr que le SUV, je pense qu'on répond à d'autres besoins aussi que strictement le besoin de mobilité. Mais donc c'est ça, et donc là effectivement c'est là que sont les plus gros défis. Et moi je pense qu'il y a, alors j'ai identifié dans le livre, il y en a probablement plus, hein, je crois qu'il y a 3 choses quelque part qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est la première chose, c'est ce que j'appelle les solutions amélioristes, c'est-à-dire se dire bon, on va continuer globalement à faire la même chose, mais on va essayer que voilà, l'impact sur le climat, l'environnement, etc. soit moindre. Donc on va dire je vais continuer à faire des voitures par exemple, mais je vais plutôt faire des voitures électriques ou je vais faire des voitures un peu plus petites, etc. Donc on ne remet pas en cause fondamentalement le business model, mais on est dans l'améliorisme. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, il ne faut pas s'arrêter là, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ou je suis à un supermarché, ben, je vais de plus en plus pousser un assortiment de produits bio ou un assortiment de produits issus du commerce équitable, etc. Donc je reste dans mon business model, mais j'essaye de faire mieux. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire, qu'on doit faire. L'étape d'après, c'est de dire comment est-ce que je peux, de manière plus fondamentale, revoir mon business model. Et donc là, c'est de dire, par exemple, un exemple, c'est Decathlon. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait en France, mais en Belgique, ils ont lancé dans pas mal de leurs magasins un rayon où ils vendent des produits de seconde, Decathlon, mais de seconde main. Donc, on peut ramener sa tente Decathlon, hein, dont on n'a plus besoin, ou ses chaussures de marche, ou sa vieille veste. Ils la remettent un peu en état, et puis ils la revendent. Hein. Donc ça, c'est vraiment remettre en cause fondamentalement le business model. C'est plus compliqué, évidemment, hein, mais c'est aussi une possibilité. Hein. C'est comme des constructeurs automobiles vont de plus en plus aussi se dire comment est-ce que je vends des voitures, ou est-ce que je les loue, ou est-ce que je... Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est le changement de business model. Et la troisième étape, et je dis que c'est des étapes, mais elles ne sont pas forcément séquentielles. Hein. La troisième approche, c'est de dire comment est-ce que je peux jouer sur la consommation de mes produits. C'est-à-dire,
Et là, je prends souvent l'exemple qui est connu, hein, la pub Patagonia, Don't buy this jacket. Hein, je ne sais pas si tu la connais, hein, donc elle est un peu mythique dans le secteur de la transition, etc. Donc cette marque Patagonia qui dit mais n'achetez pas une veste, gardez la vôtre, quoi, parce qu'en fait vous n'en avez sans doute pas besoin. Et donc là c'est l'exemple un peu extrême, mais c'est de se dire en tant qu'entreprise, ben, finalement peut-être que je peux moi inciter les gens à consommer de manière plus raisonnable. Ça, c'est compliqué, évidemment. Et ça, pour les gens de marketing, ça, c'est compliqué. Parce qu'on a été formaté à faire exactement le contraire, c'est-à-dire à plutôt faire acheter beaucoup. Et donc, là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus révolutionnaires. Mais il y a des marques qui commencent à le faire. Hein. J'ai vu l'autre jour une publicité pour Back Market, tu sais, qui vend entre autres des smartphones reconditionnés. Et qui disait, bon, ben... si vous avez vraiment besoin est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter un smartphone? Mais bon, voilà, ok, si la réponse est oui, bah, achetez-en plutôt un reconditionné. Mais voilà, ça montre qu'on commence à rentrer dans d'autres logiques. Mais ça, effectivement, c'est compliqué. Hein. Il faut le reconnaître, quoi. Dans le livre, tu parles de deux notions, d'une évolution, disons, d'un marketing prédateur à un marketing plus bienveillant, durable, etc. Est-ce que tu peux décrire un peu l'évolution que ce serait d'aller de cette partie marketing prédateur où vraiment, comme tu disais, on essaye de vendre à fond, de faire consommer à outrance, et c'est la surconsommation qui malheureusement nous fait tous du mal, et à ce marketing autre, disons, cette nouvelle version. Oui, alors c'est même presque indépendant de l'aspect écologique, hein, même si c'est lié. Moi, ça m'a frappé, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, puis quand je travaillais comme consultant, donc j'ai vu pas mal d'entreprises, et il y a des entreprises dans lesquelles il y avait une forme de respect du consommateur, en fait. Même des grosses entreprises, hein, où on avait vraiment le souci de ne pas raconter n'importe quoi. Quand on mettait un produit sur le marché, il y avait une forme de sincérité, même si au bout du bout, c'était pour gagner de l'argent, hein, mais on n'était pas, en tout cas pas consciemment, dans une forme de manipulation, etc. Je suis passé dans d'autres entreprises où là, c'était assez choquant, parce qu'en fait, le consommateur, c'était un portefeuille sur pattes, et donc c'était vraiment de manière totalement assumée, comment est-ce que je peux... voilà, c'est la vache à lait qu'on essaye de traire un maximum sans se préoccuper le moins du monde du fait de est-ce que fondamentalement voilà, son bien-être va être augmenté par le produit que je lui vends ou pas. C'était vraiment pas le sujet. Intuitivement, on connaît tout ça, hein, quand on rentre dans un magasin, on va chez un artisan. On sent tous, hein, si le gars, il est là, il est bienveillant, il a envie de nous servir, il ne va pas nous vendre n'importe quoi. Parfois, il y a des gens qui vous disent, mais non, en fait, vous n'avez pas besoin, en fait, réparez votre truc, ou achetez ce machin-là qui est moins cher à la place. Ou bien si c'est le gars qui veut absolument faire son chiffre de la journée. Les entreprises, c'est un peu la même chose. Et donc, voilà, moi j'ai un plaidoyer plutôt pour un marketing bienveillant, c'est-à-dire qui soit réellement soucieux du bien-être à long terme du client, même en dehors de toute considération d'écologie, de développement durable. Voilà, j'ai plutôt tendance à plaider pour ça. Je pense même qu'à long terme, ça peut même être une bonne stratégie, hein, parce que je pense que les gens, finalement, ils sont pas idiots, hein, donc ils savent bien qui prend soin d'eux et qui les prend pour des imbéciles. Mais justement, ce passage de l'un à l'autre, quel type de questions différentes, du coup, se poserait, disons, un marketeur prédateur et un marketeur bienveillant dans l'approche de son quotidien, à savoir créer des produits, faire une stratégie, créer des produits et les commercialiser pour faire en sorte qu'ils soient rentables au quotidien. Quelle différence il y a, du coup? Je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait. Je pense que le marketing bienveillant va être plus vraiment dans l'empathie.
Euh, donc, d'essayer réellement de comprendre la personne qu'il a en face de lui, j'allais dire le consommateur, mais justement de ne pas utiliser ce mot de consommateur. De se dire, mais quelle est la personne que j'ai en face de moi et comment est-ce que je peux potentiellement résoudre des problèmes qu'il a dans sa vie, quoi. Lui rendre la vie plus facile, lui amener plus de bien-être, etc. Euh, Alors que dans l'autre formule, ben, on va pas être du tout dans cette empathie. On va être vraiment, ça va être beaucoup plus égocentré de se dire, mais voilà, moi je veux gagner de l'argent. Il a un portefeuille et comment je peux en avoir la plus grosse part possible. Et après, s'il est content, s'il n'est pas content, s'il est satisfait, pas satisfait, est-ce que bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je crois que c'est vraiment dans la culture et c'est important du coup dans la culture des entreprises. Alors attention que ça suffit pas. Hein. Donc moi je plaide pour un marketing bienveillant. On peut avoir un marketing qui est très bienveillant, mais qui reste dans cette dimension, dans cette relation très binaire finalement de l'entreprise à son client, à son consommateur, et qui se fiche de l'impact sociétal global de cette relation. Donc je plaide pour le marketing bienveillant, mais en même temps je dis que ça ne suffit pas. Parce qu'il faut être bienveillant par rapport au client, mais il faut être aussi bienveillant par rapport à la planète, par rapport à l'ensemble de la société. Et, euh, et donc faire cet équilibre, c'est ce que j'appelle un peu le ménage à trois, c'est-à-dire que les gens de marketing ont été brainwashés hein, depuis qu'ils ont commencé leur métier pendant leurs études de dire ce qui compte c'est l'obsession du client. Voilà, il faut que tout tourne autour du client, tout tourne autour du client. Et donc on est très fort dans cette relation très binaire. Et le développement durable, il nous dit oui, oui, oui mais attention, oui, mais effectivement, il faut être dans cette relation, évidemment. Hein, parce que si l'entreprise, elle a toujours bien répondre à un besoin, donc elle doit être dans cette forme d'empathie avec son client, sinon ça va juste pas marcher. Mais il faut intégrer là-dedans une autre dimension, c'est ce que j'appelle le ménage à trois, qui est cette dimension de la planète, de la société, etc. Avec, et voilà. Et en marketing comme dans la vie, les ménages à trois, c'est ambigu, c'est pas facile à gérer. Donc voilà, ça amène une toute autre dimension au métier des gens de marketing. Et bon, voilà, c'est un peu de ça aussi que parle le livre, de comment on gère ça finalement. Ce qui est très bien fait déjà dans le livre pour pas te jeter des fleurs, mais ce qui est intéressant dans chaque fin de chapitre, c'est que tu as du coup des questions que chaque marketeur peut se poser pour justement prendre du recul sur son quotidien. Je trouve que c'est ultra pertinent à chaque fois en fonction de l'évolution de chacun et de à quel point on se situe loin des enjeux environnementaux et sociétaux. C'est ultra pertinent de justement de prendre ce recul-là. Donc, par exemple, ce que tu disais, est-ce que vous vous êtes posé la question de votre produit, est-ce qu'il améliore aussi la société, est-ce qu'il n'impacte pas l'environnement? En fait, c'est des questions qu'on peut ne pas se poser naturellement et malheureusement on se les pose pas. Enfin, le marketing au global ne se les pose pas assez quoi. Donc Ben, probablement pas parce qu'aussi il est pris, bon les gens en tout cas que je connais qui travaillent dans le milieu du marketing, je connais pas mal, c'est pas des monstres, hein. C'est des gens, c'est des gens comme toi et moi, c'est dire s'ils sont bienveillants. Mais simplement, ils sont dans un système. Et donc voilà, effectivement, le livre, il invite à faire ça, c'est-à-dire à faire un ou deux pas en arrière et à se dire, bon, tiens, élargissons un peu le champ et voyons s'il y a moyen de faire rentrer d'autres dimensions dans ce qu'on fait pour que ça ait un impact plus positif, quoi. non mais je trouve que tu vois t'abordes par exemple un thème du champ lexical par exemple, du champ lexical du marketing et quand je l'ai lu c'est ce que tu disais, je me suis dit il a raison. Quand on parle en marketing, on parle de cible, on parle de consommateur, on parle de, je sais même plus quel terme on utilise, mais c'est voilà, marketing prédateur quoi. C'est clairement ce que tu dis avant. Oui, tout à fait. Un vocabulaire guerrier, hein. On va Ouais. conquérir, on va ouais, conquérir les marchés, on va battre les concurrents. Donc il y a un vocabulaire très guerrier et il n'y a rien à faire. Hein. Je crois que ça met les gens dans une forme d'état d'esprit qui n'est pas forcément très empathique et très bienveillante. Et donc effectivement, je donne l'exemple même une multinationale comme Unilever maintenant, dans leur modèle,
il ne parle plus du consommateur, il parle en anglais de people we serve, hein, donc les gens au service duquel nous sommes. C'est pas mal. Alors, je ne dis pas que Unilever est l'entreprise formidable, etc. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça met les gens dans un esprit, dans un état d'esprit différent. Et donc, effectivement, arrêter de parler de gens comme des cibles. Je raconte dans le livre, j'ai travaillé à un moment dans le domaine de la culture. Et pour faire de la communication en tout cas et du marketing, même si je n'osais pas dire le mot, dans le domaine de la culture. Et c'est justement un directeur artistique je lui dis, c'est quoi ta cible? Et il m'a regardé, mais il était en colère, quoi. Il était en colère, il me dit, mais tu viens avec quoi, toi, comme vocabulaire? Tu vas les tuer, les gens? Et j'ai trouvé ça pas mal, en fait, parce que j'ai dit, mais oui, en fait, il a raison. Il a raison. Et il faut, voilà, ça demande de nouveau de repenser notre rapport, en fait, le rapport entre l'entreprise et son client de manière, oui, bienveillante et différente, en tout cas. On parlait juste avant donc, on a présenté le marketing, on parlait juste avant du marketing stratégique, donc comprendre là où on souhaite aller et se poser cette question-là de toute façon au fur et à mesure du marketing, de la chaîne, disons, du funnel, on est obligé de se poser cette question-là au global de quel est mon business model et du coup penser à la personne à laquelle on souhaite vendre ce produit et donc à la société, à l'écologie, etc. Ça, c'est des choses vraiment à ajouter. Quand on parle après du mix marketing, donc tu disais juste après, sur quoi on doit particulièrement se concentrer? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu conseillerais de se concentrer plus, pas plus que d'autres, j'imagine qu'il faut se concentrer un peu sur tout, mais pour évoluer vers un marketing justement plus proche ou en tout cas moins éloigné des limites planétaires? Mm-hmm. Intuitivement, je dirais, je pense que le produit, hein, c'est-à-dire la solution, le produit ou le service, il me semble que c'est quand même là qu'il y a les plus gros enjeux, même si on peut aussi faire changer pas mal les choses à travers la communication, etc. Mais je pense qu'effectivement, la responsabilité qu'ont les gens de marketing à répondre à des besoins, mais en mettant en face des solutions, c'est une responsabilité, comme on le disait tout à l'heure, hein, qui est très importante. Et justement, cette capacité justement de mettre en général, c'est des gens qui sont créatifs, qui sont aussi empathiques, etc. Et de mettre ces qualités-là au service du développement de solutions qui vont être innovantes. Innovante, ça ne veut pas dire technologique forcément, hein. Ça peut être technologique, ça peut être innovante dans une autre, dans d'autres dimensions, pour justement que ces solutions soient plus en adéquation avec une économie durable, simplement. Donc là, je crois qu'il y a un énorme effort en tout cas, les gens de marketing, s'ils se focalisent là-dessus, peuvent réellement faire la différence pour inventer justement des nouveaux modèles. Que ce soit les modèles circulaires, les modèles d'économie de la fonctionnalité, ou simplement des modèles qui vont être plus linéaires, hein, je disais amélioristes, mais qui vont amélioristes radicaux. On va avoir des solutions qui vont peut-être ressembler aux solutions qu'on a aujourd'hui, mais qui sont nettement plus vertueuses. Et à la fois de travailler sur cette dimension de solutions plus durables, mais aussi faire ce qu'ils font bien, c'est-à-dire les rendre désirables. Tu sais, dans le développement durable, souvent on parle des 3 P, hein, de Product, Planet, Profit ou Prosperity. Produit, la planète, la prospérité. On parle souvent aussi d'un 4e P qui est le plaisir. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que la transition vers une économie soutenable ou plus soutenable, elle se fera d'autant plus facilement que les gens ont envie d'y aller. Et les gens de marketing, ils ont cette capacité d'abord à innover, à trouver des nouvelles solutions, mais ils ont aussi cette capacité à les rendre sympas, à les rendre sexy, à créer des tendances, à créer des normes sociales. Et donc là, il y a pas mal de travail à faire, hein. Je dirais, Decathlon, cette idée de se dire, on va s'orienter vers la deuxième main, ce qui est
ce qui est sympa, mais c'est aussi après faire en sorte que ça devienne, voilà, que les gens en soient fiers, qu'ils aient envie de le faire, que ce soit facile aussi, hein, que ces solutions soient faciles à adopter, que ce soit désirables. Et donc là, là c'est vraiment le métier des gens de marketing de faire ça. Et donc, de nouveau, ils ont à la fois une sacrée responsabilité, mais quand on dit une responsabilité, ça a l'air lourd, ça a l'air un peu pesant comme ça. Mais moi, je trouve ça vachement excitant. Je trouve ça, c'est plutôt que de toujours vendre la même soupe, se dire, bon, on va réinventer les choses pour un monde qui soit soutenable. Je trouve ça plutôt chouette comme mission. Je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de choses à faire, donc beaucoup d'innovations à aller chercher. Mais c'est ce qui est aussi excitant dans cette période, en espérant que ça se termine bien. Et c'est pour ça qu'il faut pousser, continuer à mettre ça en avant. Comme tu disais, c'est aussi comme ça que le marketing peut, entre guillemets, sauver le monde, enfin participer justement à cette prise à cette accélération, disons. C'est justement pour rendre des usages sexy, des produits plus désirables que d'autres. Et justement, au fur et à mesure en tant que marketeur, de se dire ben, ce produit-là, il ne sert pas la planète, il ne sert pas la société, ben, je ne vais pas le proposer à mes actionnaires et autres, quoi. C'est faire ce pas en avant. Alors c'est pas facile, hein. Je pense que comme tu disais tout à l'heure, il faut y aller progressivement, mais c'est pour ça aussi que le marketing peut être aussi important du coup. Oui, oui, tout à fait. Et évidemment, bon, le marketing, il est au service d'un système, hein, donc après, ça ne fait pas l'économie de remettre en cause l'ensemble du système, en tout cas de le questionner. Sur le système financier, il y a des dimensions très politiques aussi par essence, hein, dans le sens noble du terme d'ailleurs. Donc ça, voilà, il ne faut pas faire l'économie de ces autres aspects, mais il ne faut pas non plus nier le rôle central et le rôle aussi de proposition que peut avoir le marketing pour justement proposer des nouvelles solutions, quoi. Dans le livre, tu parles aussi donc là on a parlé du produit, donc marketing stratégique, mix marketing, donc avec notamment la partie produit. Il y a également la partie, avant de parler du dernier P, un autre P qui est aussi important, de la partie positionnement. Ouais. Sur cette partie positionnement, comment faire pour ne pas tomber dans le greenwashing? Alors bon, pour moi, il y a un grand principe général, il faut faire avant de dire, hein. Donc, avant de se dire qu'est-ce que je vais communiquer, il faut peut-être se dire qu'est-ce que fondamentalement je vais faire pour changer les choses. Et aussi, il y a un principe qui est assez fondamental, c'est de se dire, bon, même s'il faut à un moment associer la dimension de développement durable et la dimension de marketing, il faut bien voir qu'au départ, c'est deux choses différentes, hein. Le développement durable, hein, pour prendre un mot compris par tous, c'est quelque part, il y a un côté très technique, c'est-à-dire c'est faire en sorte que les produits, les solutions que je vais mettre à disposition soient les moins nocives possibles ou les plus positives possibles pour la planète, pour les gens, etc. Le marketing, c'est faire en sorte que les gens les adoptent et qu'elles rencontrent leurs besoins. Alors, parfois, ça coïncide. Parfois, il se fait que voilà, la solution la plus écologique, elle soit aussi super préférée par les clients. Donc ça, c'est cool. Là, il n'y a pas de discussion, c'est facile. C'est pas le cas forcément le plus fréquent. On peut avoir des tensions là-dedans. Et comment est-ce qu'on va gérer ces tensions? Et pour moi, il y a deux écueils potentiels. Le premier écueil, et je vois pas mal de gens de marketing qui tombent là-dedans, c'est de dire, en fait, je vais demander aux consommateurs, désolé d'utiliser le mot, ce qu'ils trouvent durable, hein. C'est quoi on va dire, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse en termes de durabilité, monsieur le consommateur? Et puis je vais faire ce qu'il me dit. Et donc c'est cool, parce que moi j'ai à la fois, il va être content le consommateur, donc il va acheter mon produit, et puis j'aurai fait du développement durable. Or malheureusement ça marche pas, parce que le consommateur il n'est pas expert. Et les études montrent que souvent ce que lui estime être durable, en fait c'est pas, et c'est normal, hein, c'est pas un ingénieur,
c'est pas un bio-ingénieur, il n'a pas fait des études sur le climat, etc. Donc le consommateur souvent se trompe. Hein, donc ça c'est le premier écueil. Hein, donc c'est bien de baser sa politique de développement durable pas sur ce que demande le consommateur, mais sur ce que vont dire les experts. Le deuxième écueil, c'est de se dire, alors faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire j'ai vraiment analysé le truc et j'amène la solution la plus durable possible. Et puis de se dire, comme c'est la solution la plus durable possible, d'office, elle va être adoptée par le consommateur, il va trouver ça formidable. Alors ce qui n'est pas forcément le cas non plus, parce que, voilà, l'être humain étant l'être humain, oui, on sait qu'il y a une portion du grand public qui est très très mobilisée sur les enjeux d'écologie, etc., et qui, effectivement, pour qui ça va être un critère d'achat important, même si c'est jamais le seul critère d'achat. Mais il y a aussi une très grande majorité des gens pour qui, oui, ça va jouer à la marge, mais enfin, avant tout, il faut que le produit soit sympa, il soit beau, il soit bon, il soit... voilà, il y a plein d'autres caractéristiques qui ne sont pas spécialement des caractéristiques liées au développement durable. Je vais donner un exemple, hein, je travaille beaucoup dans le domaine du chocolat, de nouveau, belge, la bière, le chocolat. Et quand j'étais chez Fairtrade, donc Max Havelaar, j'avais des clients qui étaient des chocolatiers qui étaient très très engagés pour les planteurs de cacao, etc. Donc formidable, hein, des trucs extraordinaires. Et leur positionnement, c'était ça, c'était de dire je fais des choses formidables pour les planteurs de cacao. Et moi je leur disais, écoutez, c'est chouette, mais les gens ils achètent du chocolat. Hein, le chocolat, c'est du plaisir, c'est un petit luxe, je sais pas moi, c'est un cadeau. Les gens achètent du chocolat, ils n'achètent pas, malheureusement, je le regrette, hein, mais ils n'achètent pas du bonheur pour les planteurs de cacao. Et donc, il ne faut pas confondre, de nouveau, il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. Et il faut essayer de trouver la bonne adéquation entre à la fois faire ce qui est fondamentalement juste d'un point de vue de la durabilité, et puis voir comment on peut rendre ce produit qui est le meilleur possible, comment on peut le rendre intéressant pour le client. Et ça, c'est pas si simple, mais de nouveau, voilà, c'est un défi, donc comme tous les défis, c'est intéressant. Il y a deux points encore que je voulais aborder. Le point qui est crucial quand on parle de... Enfin, avant d'aborder ce point-là, tu parlais avant de la partie justement, il n'y a pas uniquement que le produit, il y a aussi un peu des biais, disons, cognitifs. Je vous recommande l'épisode que j'ai pu faire avec Fanny Paris là-dessus, justement d'aller comprendre qu'on n'a pas... il n'y a pas que le produit dans la vie et qu'on a aussi, malheureusement, on agit aussi parce que la société nous demande d'agir et bon, il faut aussi que ça évolue là-dessus. L'autre partie qui nous incite, disons, à agir, c'est le prix. Oui. Sur ce prix-là, comment... En fait, c'est toujours une énorme barrière à l'entrée en soi pour le consommateur. Enfin, consommateur, voilà. J'étais marketing aussi. Je fais du marketing aussi, donc autant dire que j'ai tous les jargons et je vais essayer de travailler dessus. Mais sur cette partie prix, comment est-ce qu'on travaille ça en tant que marketeur dans une entreprise qui souhaite se dire bah oui mais moi mon produit il est trop cher, je ne trouverai jamais de mon produit est bien fait, il est bon pour la planète, il sera bon pour le consommateur, il est bon pour la société, en tout cas il ne fait pas de mal, peut-être qu'il apporte aussi, mais le prix il est beaucoup trop élevé. Comment on fait? Oui, c'est pas simple. Alors, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors d'abord, il faut aussi dire que les produits plus durables sont pas toujours plus chers d'office, hein, même si il faut bien reconnaître que souvent c'est le cas ou parfois c'est le cas, mais ils sont pas toujours plus chers. Donc parfois le problème est un problème de perception. J'avais vu ça avec Fairtrade en Belgique. On avait fait une étude. On demandait aux gens, tiens, pourquoi vous achetez pas des produits durables et évidemment, la première réponse dans toutes les études, c'est le prix. Et puis on leur disait, bah, vous achetez quoi du coup? Telle marque. Puis on disait, mais dans le magasin où vous allez, il y a telle marque qui est plus durable parce qu'elle est bio ou elle est Fairtrade et tout. Et elle est à tel prix. Et les gens étaient surpris. C'est-à-dire de l'étude ressortait que la moitié des gens disaient, ah bah tiens, bah oui, bah, en fait, je vais l'acheter. Parce que en fait, ils imaginent souvent que même si le produit durable est plus cher,
le consommateur va souvent estimer qu'il est encore beaucoup plus cher que ce qu'il ne l'est vraiment. Hein. Donc il y a aussi là une question de perception. Après, il y a aussi souvent une question de réalité. Hein. Donc il faut pas se cacher par rapport à ça. Alors par rapport à cette réalité, je pense qu'il y a d'une part une responsabilité des entreprises d'être volontariste à ce niveau-là. C'est-à-dire de se dire, si je suis par exemple un distributeur, hein, je suis un grand magasin, dans l'ensemble de mes produits, la tendance, ça pourrait être de dire les produits durables qui me coûtent un petit peu plus cher, mais du coup je vais marger encore un peu plus dessus, hein, donc je vais prendre vraiment des bonnes marges. Et là, on va constituer un frein au développement durable, ou bien je vais dire justement, je vais peut-être faire un petit effort, alors sans les ventes à perte évidemment, mais je vais peut-être faire justement, je vais être volontariste, je vais faire un effort sur ma marge, par contre je vais prendre plus de marge sur les produits moins durables pour pouvoir justement orienter le consommateur de manière volontariste vers les alternatives plus durables. Et on pourrait aussi là se demander s'il n'y a pas une responsabilité des pouvoirs publics aussi, de peut-être se dire, alors je sais qu'en Belgique il est question par exemple de baisser la TVA à 0% sur les fruits et légumes. On pourrait aller plus loin en faisant la même chose sur les produits bio et sur les produits issus du commerce équitable par exemple. Donc là, on pourrait avoir aussi une forme d'intervention des pouvoirs publics. On le voit d'ailleurs en France, hein, vous avez un bonus sur les achats de voitures électriques. C'est une façon quelque part qu'ont les pouvoirs publics d'intervenir dans cette dimension-là aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait à dire sur le sujet, mais c'est un élément clé hein, dans un marketing mix. Le prix, c'est malheureusement un élément, enfin, de manière compréhensible, un élément essentiel. Donc il faut bien réfléchir à ça. Et j'irais faire attention aussi pour les entreprises de ne pas tomber dans les réflexes un peu automatiques de dire c'est durable, donc c'est un peu innovant, donc c'est un peu nouveau, donc c'est peut-être un peu sexy et donc je vais le vendre plus cher. Ça, il faut faire attention parce qu'alors on va vraiment freiner la transition. L'une des dernières parties, on en parlait au début, et c'est quand on pense au marketing, on pense à la partie publicité, communication, etc. Donc, qui fait partie, mais comme tu disais, tu prenais 15-20% de ton temps quand tu étais en tant que marketeur avant. Sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer pour que ça puisse aller dans un sens plus responsable? Il y a énormément de choses à faire. Alors la première chose qui est peut-être assez évidente, hein, c'est évidemment d'éviter le greenwashing. Hein, donc d'éviter de faire des allégations ou en tout cas de suggérer des choses qui ne sont pas en ligne avec ce qui se passe vraiment au niveau écologique. Pardon. Alors ça peut paraître évident, mais je pense, alors il y a du greenwashing qui est parfois totalement cynique, qui est orchestré, voilà, il n'y a pas de pardon pour ça, hein, donc ça il faut le combattre. Mais il y a souvent du greenwashing aussi qui est maladroit, je pense. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore dans des codes, qui sont encore dans une culture de communication publicitaire, etc., qui fait que sans en avoir forcément l'intention, ils vont très vite tomber dans le greenwashing. Et ça arrive souvent, hein, moi j'ai déjà parlé avec des gens qui se sont fait vraiment, qui se sont pris vraiment des clashs assez violents pour greenwashing et qui disaient mais en fait j'en étais pas conscient. Oui c'est vrai, maintenant je me rends compte, mais voilà. Donc je pense que c'est réapprendre une façon de communiquer qui soit en ligne avec les attentes des gens et aussi avec les enjeux de la durabilité. Alors, peut-être pour expliquer ce que je veux dire, hein, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la publicité, elle a été dans l'exagération. C'est-à-dire, on prend un avantage concurrentiel, hein, on va prendre les rasoirs jetables, même si ni toi ni moi n'en avons beaucoup l'usage, ce que les auditeurs ne voient pas. On va rajouter une lame sur le rasoir, ce qui est quand même pas non plus la révolution la plus extraordinaire. Et puis tout à coup, on va dire « the best a man can get », la perfection masculine, alors qu'on a juste rajouté une lame sur le rasoir. Donc,
Ça, c'est la culture publicitaire. On appelle ça les sauts créatifs, on appelle ça la dramatisation des bénéfices, etc. Et toute la culture publicitaire des 50, 60 dernières années, elle était basée là-dessus. Et le consommateur, bah, il a intégré ça, il sait que, bah, il sait bien qu'on exagère un peu, et puis bon, voilà. Dans le cadre du développement durable, ça ne marche pas du tout. Parce que on est sur des sujets beaucoup plus sérieux que de savoir si on va être bien rasé ou pas. On est sur des sujets de société, on est sur des sujets d'avenir de la planète, etc. Et on est sur des sujets où aucune entreprise n'est parfaite, hein, où tout le monde est en chemin, et même la plupart des entreprises, ben, elles ne sont pas encore très très loin sur le chemin. Et donc si on vient, chaque fois qu'on a fait une petite amélioration de son produit dans le sens de plus d'écologie, si on dit ah, regardez les mecs, c'est génial, je vais sauver la planète, etc. Parce que on est toujours dans les mêmes codes, dans la même culture publicitaire, bah, tac, évidemment, on se prend à raison un procès pour greenwashing. Donc il y a vraiment une culture de communication à réinventer. Ça, c'est vraiment important. La dernière partie avant de terminer, qui est aussi très importante et je voulais aussi l'aborder, c'était la partie consommation. Parce qu'on a parlé du coup du marketing au global, et déjà merci pour toutes les avancées qu'on peut imaginer dans ce métier et au global dans les entreprises qui ont ce métier ancré dans leur ADN. Sur la partie consommation, le marketing, souvent, c'est quand j'en faisais à l'époque, c'était mettre le plus de visibilité possible auprès du client pour être sûr qu'il t'achète. Donc voilà, une affiche, il a vu 3 fois l'affiche, il a vu 2 fois la télé, il a vu 4 fois sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a eu, je sais plus quel terme ça a utilisé, combien de répétitions. Et répétitions, du coup, pour faire en sorte que la personne achète. Est-ce que ça, du coup, c'est un peu l'essence même, disons, du marketing, enfin, dans mon souvenir en tout cas. Alors que je suis loin d'être un expert, bien entendu. Hein. Est-ce que ça peut évoluer? Je pense que là, on arrive dans les questions compliquées. Effectivement, c'est difficile parce que, comme tu dis, on a tellement été baigné là-dedans que c'est compliqué. Mais oui, évidemment que ça doit évoluer. Hein. Je pense qu'on peut plus simplement, on n'a plus les ressources planétaires pour continuer dans cette espèce de modèle de course en avant. Et d'ailleurs, il y a maintenant des consultants qui mesurent ce qu'on appelle les advertised emissions, c'est-à-dire les émissions de carbone qui sont dues à la publicité, hein, puisqu'on sait, il y a des modèles, avec des modèles économétriques, hein, on peut mesurer que il y a une étude qui est parue en France assez récemment, mesurer quel va être l'impact de la publicité, du delta de publicité quelque part, sur le delta de consommation, et donc sur les émissions qui vont être dues à la publicité, aux suppléments de consommation qui sont dus à la publicité. Donc on voit là clairement qu'il y a une responsabilité. Et donc ça pose plein de questions. Ça pose des questions d'une certaine modération de la publicité. Ça pose les questions même et je sais que ça ne va pas plaire, mais potentiellement de l'interdiction de la publicité sur certains produits. Moi, ça ne me choque pas d'entendre qu'on devrait interdire la publicité sur les voitures qui émettent plus de X% de X grammes de CO2. Donc ça pose des questions beaucoup plus fondamentales et compliquées et sur lesquelles je ne suis pas certain que le secteur de la publicité, du marketing, etc. ait la capacité à s'autoréguler. De nouveau, je ne vais pas me faire des copains en le disant. Je crois que c'est tellement, si tu veux, contre l'espèce d'éthos, l'espèce de façon de faire qu'on a toujours eu, que, à mon avis, cette régulation-là, alors j'espère que des entreprises pourront le faire et que le secteur pourra le faire, mais je pense qu'elle va devoir aussi venir de l'extérieur, donc des États, de la société civile, du public, qui va à un moment dire bon voilà, il faut se calmer un peu là-dessus parce que c'est quelque part plus soutenable. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut interdire la publicité, hein, parce que la publicité, elle peut aussi amener les gens vers des modes de consommation plus vertueux et
on parle quand même d'un changement fondamental de nos modes, de notre économie, donc de notre façon de produire, de notre façon de consommer. Si on veut faire ces changements, il va falloir les accompagner aussi par de la communication. Donc je pense que la publicité peut jouer un rôle là-dedans. Mais il y a une énorme ambiguïté et d'une manière ou d'une autre, il va falloir que les choses changent. Je ne sais pas comment, mais je pense que oui, là, il y a quelque part, il va falloir réguler d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'autorégulation dans laquelle je ne crois pas, ou bien une régulation peut-être un peu plus externe, mais d'une façon ou d'une autre, il va falloir le faire. Ce qui est sûr, c'est que un peu comme j'en discutais avec Pierre Perretou qui a créé du coup le triangle de l'inaction, ce que tu disais, hein, c'est il faut en tant que marketeur, tu peux pousser progressivement dans ce sens-là. Tu peux, comme tu le fais toi, être dans un ensemble de personnes qui souhaitent agir vers du marketing bienveillant. Et en poussant dans ce point de vue-là, les entreprises, les citoyens vont probablement sûrement inciter aussi les politiques à devoir faire des actions. Et donc tout est un peu lié, mais comme tu dis, en effet. C'est du système, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun à son niveau doit le faire, c'est-à-dire évidemment comme consommateur, mais aussi comme professionnel, aussi comme citoyen pour influencer le politique. Et si tout le monde finit par influencer tout le monde, bon, on va bien finir par faire avancer les choses dans la bonne direction. Mais ça passe par le questionnement, et ça ne veut pas dire, pour les gens de marketing, ça ne veut pas dire une forme d'autoflagellation en disant on est des gens épouvantables, etc. Mais ça passe quand même par se regarder dans le miroir et se dire bon, finalement, dans ce que je fais, voilà, qu'est-ce qui va plutôt amener le monde dans la bonne direction, et puis qu'est-ce qui est problématique et comment est-ce que je peux changer ça. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui se posent la question. Alors, il y en a qui sont au tout début, hein, et puis il y en a qui sont très très loin en se disant non, il faut complètement réinventer le modèle. Mais les choses sont en train, en tout cas, de bouger. Donc voilà, il faut qu'on avance. Hein. Nicolas, je voulais terminer par les 3 questions de fin. En commençant d'abord par la première, à savoir est-ce que tu as un contenu à nous partager? Alors, je vais faire un peu de... je vais faire un peu de publicité. Donc, au sein de ce groupe de travail sur marketing et développement durable de BAM, hein, la Belgian Association of Marketing. On a créé un green paper. Alors on n'a pas appelé ça un white paper, on a appelé ça un green paper, qui est une collection d'articles qui invite les gens de marketing à continuer à investir dans la durabilité, même en temps de crise du pouvoir d'achat, etc. Alors ce green paper, il est disponible sur un site qui s'appelle marketing.be, donc c'est facile à retenir. Alors, il faut s'enregistrer, mais on peut devenir membre gratuitement et puis on peut télécharger le Green Paper. Donc voilà, un petit peu de publicité. Pour le moment, il est en français. Il y a des articles en français, des articles en néerlandais, puisque c'est en flamand, c'est la Belgique. Il y a une version anglaise qui va sortir très bientôt. Très bien, moi je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens? Ah ben c'est tout simple, c'est pas très original, c'est prendre le train. Et moi je trouve que prendre le train, c'est avant tout beaucoup de plaisir en fait. C'est avant tout beaucoup de plaisir. Et donc voilà, ça c'est une belle illustration que aller vers des modèles plus écologiques, c'est pas forcément une punition, parce que c'est des belles occasions. Pour moi, ça me berce, ça me relaxe, ça me permet d'écouter des podcasts. Ou de faire une petite sieste, et donc voilà, prenez le train. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu pourrais recommander dans le podcast? Alors moi je te recommande mon ami Blaise Desbordes en fait, qui est le directeur de Max Havelaar, donc Fairtrade en France, alors, qui est quelqu'un de très intéressant, puis qui a plein de bonnes idées sur la consommation durable, et aussi sur la notion de commerce équitable, pas uniquement entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais aussi au sein de nos pays, hein, donc pour les agriculteurs français en l'occurrence. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Parfait, merci pour ton temps aujourd'hui, Nicolas. Je vous recommande vraiment, hein, honnêtement, de
de parcourir le livre de Nicolas, donc Le marketing peut-il sauver le monde. On en a parlé bien sûr aujourd'hui en 1 heure, hein. C'est quand même un livre qui fait à peu près 200 pages si je me trompe pas. Enfin honnêtement, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Si vous êtes, même si vous n'êtes pas, disons, un professionnel du marketing, ça vaut le coup parce que ça permet de comprendre aussi plus en détail encore que ce qu'on a fait aujourd'hui le marketing, et quand on est marketeur, d'avoir toutes ces petites questions honnêtement qui permettent d'aller titiller et chatouiller l'esprit et chatouiller la créativité, ce qu'on aime aussi quand on veut faire du marketing. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour son temps. Merci à toi Antoine pour l'invitation. C'était sympa.